Bonsoir à tous, merci à tout le monde. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois pour les après-midi de la tech, série de panels que nous tenons depuis maintenant depuis plus de 9 mois. Après l'administration digitale, la e-santé, les MVNO, le free roaming, la modernisation de la poste, la monnaie électronique, la couverture réseau télécom, la TNT, entre autres sujets. Nous avons l'immense plaisir de nous arrêter donc cet après-midi du 17 février 2021 sur les investissements dans les startups. Le cas du Sénégal, mais j'imagine que la problématique est partout la même, de la présence d'autres acteurs issus d'autres pays à nos côtés aujourd'hui. En tous les cas, les levées de fonds connaissent une belle actualité, 44% en plus l'année dernière, en 2020. C'est ce que nous apprend le rapport 2021 de Partech Africa, faisant état d'une tech africaine qui a pulvérisé le record avec 359 levées de fonds, même si le volume, on le sait, des financements a marqué le pas à plus de 775 milliards de francs CFA. Mais est-ce à dire que tout va bien? Ces beaux succès ne cacheraient-ils pas de grosses difficultés? Quel impact des levées de fonds sur le business des entreprises? Y aurait-il des lenteurs dans le traitement des dossiers? Avec quelles conséquences? Les investisseurs connaissent-ils vraiment la sociologie du marché africain? Autant de questions dont nous allons débattre cet après-midi avec des sommités respectées du secteur que je vais nommer très vite. En plus de nos discutants, Mapenda Diop, Amandine Negotine, spécialisée dans le financement, Mignan Diouf Lambaka et Biran Mamoudou Salan, start-upper. Nous avons Pape Demba Diallo qui va nous rejoindre un peu plus tard, on l'espère, parce qu'il est pris dans une réunion à l'heure actuelle, passé par la Sonatel, directeur général du Fonds 6, Olivier Furdel, avec nous, directeur général de Teranga Capital, Tierno Saho, un habitué de ces panels Project Officer, Business and Financial Coach à la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dont le gros incubateur va sortir de terre très bientôt. Ça va être sûrement un sujet de discussion dans ces panels. Marem Dien, Lead Global Innovation and Strategy chez... Marem, je vais lire en français, hein, 500 startups. Et Serine Maliktal, ancien du monde des fintech, son précédent poste c'était à Bissau avant de tenir aujourd'hui les rênes du cabinet Mar Mort Sénégal, spécialisé dans les constructions intelligentes et grand soutien des après-midi de la tech, au même titre que celui dont le rappel à Dieu nous a tous affectés et surpris. Et j'ai l'honneur et en même temps, disons, la responsabilité de devoir le souligner. Je vais vous parler d'Amadou Fall, PDG et fondateur du cabinet Elix, passionné des TIC. Après plusieurs années en Amérique, il avait fait le choix de revenir à Dakar pour contribuer activement à la promotion du numérique. Nous l'avons reçu individuellement dans cette série des après-midi de la tech pour mieux échanger avec ce Saint-Louisien sur le digital et son avenir sur le continent. Aujourd'hui, je pense à sa famille, son épouse et son fils, mais finalement à tout le monde, parce que Amadou Fall était l'ami de tout le monde. Cette session lui est d'ailleurs dédiée. Je voudrais peut-être un peu plus tard qu'on regarde une petite séquence de la vidéo que nous avions mise en ligne le 10 juin 2020, où nous le recevions et où Amadou Fall parlait de son rapide parcours de citoyen du monde, de sa croyance dans le digital, de sa conviction dans le digital. En Afrique et ailleurs, d'ailleurs, il pensait à mettre en place, à mettre sur pied une école en charge du digital, mais dans les régions au Sénégal, parce qu'on le sait très bien, souvent le digital est oublié parfois dans les régions où on a des problèmes de connectivité. Merci à tout le monde, c'est vraiment un plaisir encore une fois de vous recevoir. Je vais faire de mon mieux, évidemment, pour qu'on aille à l'essentiel très vite en donnant la parole au maximum d'intervenants. Très vite, pour faire un premier tour de table, je fais honneur en même temps à Mariem qui nous rejoint, l'unique femme dans ce panel à côté des discutants, évidemment. Mariem, peut-être une première présentation de votre fonds d'investissement. En quelques secondes, c'est quoi? Et j'en ferai de même pour tout le monde, façon d'avoir un regard sur ce que fait chaque acteur. Voilà, Mariem, on démarre avec vous. Merci, Ousmane. Et pour la petite précision, donc Oui. effectivement, le
fonds qui s'appelle 500 Startups. Et on est un fonds assez particulier parce qu'on est un fonds qui est couplé d'accélérateurs. Donc, on a débuté à San Francisco. C'est là-bas où se trouve notre flagship accelerator qui a débuté en 2010 avec un fonds couplé de ça. Aujourd'hui, 500 a maintenant plus de 21 fonds actifs. On est présent sur 15 différents pays avec des fonds régionaux et des fonds globaux. Donc, les fonds globaux sont des fonds qui investissent dans des startups qui proviennent de pays partout dans le monde. Donc, on investit vraiment dans ce qu'on considère être seed et pre-seed. Nos ticket size sont entre 100K jusqu'à 200 à 300K pour des follow-on. Et nos fonds régionaux, qui eux sont basés dans des pays en particulier et qui vont investir dans des régions particulières ou alors dans des verticals. Donc, ça veut dire des industries particulières dans certaines régions. Aujourd'hui, notre enjeu en tant que fonds, évidemment, c'est de pouvoir distribuer le capital à des startups qui pourront avoir l'opportunité de scale parce qu'on croit fortement au fait que le talent est distribué de manière égale dans le monde, mais les opportunités ne le sont pas. Et donc, aujourd'hui, 500 a un enjeu, une responsabilité de pouvoir apporter des opportunités et du capital à des entrepreneurs partout dans le monde afin de les aider à développer leurs solutions, mais aussi accompagner dans tout ce qui est développement d'écosystèmes startup. Parce qu'afin de pouvoir investir dans des startups qui ont un futur, il faut pouvoir investir aussi dans le développement même des écosystèmes. Parce que c'est les écosystèmes qui créent un cadre au développement des startups. Donc, l'enjeu de 500 est un enjeu d'investisseur, mais aussi un enjeu d'écosystème développeur dans des marchés émergents qui nous intéressent d'un point de vue investissement. Merci Marème. Olivier, Teranga Capital, en quelques mots, c'est quoi? Oui, merci. Donc, Teranga Capital est un fonds d'investissement qu'on a créé au Sénégal, ancré au Sénégal pour le Sénégal et on a une petite extension vers la Gambie. On a démarré en 2017 avec Omar Cissé, qui est un entrepreneur en série qui est le CEO de InTouch par ailleurs. Absolument, que notre audience effectivement connaît bien, et investisseurs et partenaires, un fonds panafricain. Donc nous accompagnons des startups sous le mode de prise de participation capitale. Nous sommes un investisseur equity, comme dit dans le jargon. Nous investissons, alors puisqu'on est au Sénégal, on va dire en francs CFA, entre 50 et 300 millions de francs CFA. Dans différents secteurs, dont notamment les secteurs du digital ou, comme on dit, du digital ou du tech enabled. On aime faire ça. Donc, c'est globalement le stade, évidemment, seed. À côté de quoi, nous avons aussi lancé un autre programme qui, lui, a une visée un peu plus, on va dire, panafricaine, ou en tout cas Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, sous l'égide de l'Agence française de développement, et qui vise à amorcer, et donc là, on peut parler de pre-seed ou de seed, pour être un peu dans le jargon de notre métier. Donc là, je vais le dire en dollars, entre 100 et 200 000, jusqu'à 200 000 $, pour accélérer des entreprises, des startups plutôt dans une logique panafricaine qui ont besoin de cet envol. Et donc, nous le faisons sous des instruments et des dispositifs qui sont complémentaires. Oui, Thierno Sakho, la DER, la star un peu du secteur, c'est quoi rapidement la spécificité par rapport peut-être à Marème Dieng, à Olivier, à Pape Demba Diallo du FONSIS? Merci Ousmane. Déjà, avant de démarrer, une pensée à Amadou. C'est un départ qui nous a beaucoup touchés, nous tous membres de l'écosystème. Donc, nous prions pour lui. Pour revenir sur la DER, spécifiquement, je dirais, pour garder les termes qu'on est en train d'utiliser, on est beaucoup plus sur le range, on va dire, pre-seed, j'entends pas pre-seed, des tickets qui vont de 5 millions à 50 millions. Donc de 10 000 $ à 100 000 $. C'est là où on a de l'expertise, c'est là où on a de l'appétit. Et ça, c'est une de nos différences, on va dire, avec des fonds comme Teranga ou d'autres fonds internationaux qui sont beaucoup plus sur la partie seed et voire série A. Ça, c'est le premier élément, même si dans notre ambition, en tout cas, de développer cet écosystème. Et pour les années à venir, on a de plus en plus de l'appétit pour aller sur d'éventuels gros tickets, donc à partir de 150 000 $ jusqu'à 300 000 $. Et ça fait partie de nos nouveaux targets, en tout cas d'investissement à partir de 2021. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça, on se rapproche de 500
startup dans la méthodologie. On est un fonds d'incubation et un fonds d'accélération. Donc, c'est-à-dire, on a un dispositif d'accompagnement qui accompagne l'investissement, autant en incubation sur des petits tickets, 5-6 millions d'investissements et 1 à 2 millions pour le programme d'incubation, le programme d'accompagnement technique. Et sur la partie accélération, pareillement, des tickets de 20 à 30 à 40 millions et qui sont accompagnés aussi d'un dispositif, on va dire, d'assistance technique, je dirais beaucoup plus ça, avec des experts qui peut coûter entre 2 et 3 millions pour chaque startup. Donc, c'est à peu près ça aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, sur les 2 années et demie d'activité. On est à plus d'une centaine d'investissements dans des startups sous des formes d'investissement en capital et aussi en dette, donc sous forme de dette convertible ou de prêt d'honneur ou de prise de participation ou de bons de souscription d'actions. Donc, c'est à peu près ça, on va dire. Et à date d'aujourd'hui, on est environ autour de 3 à 4 millions d'investissements depuis lors. Merci beaucoup Thierno. Avant de passer la parole à Serigne Malick Tall de Marine More, Valdiodio Diouf qui lève la main du côté du FONSIS, peut-être qu'il va parler à la place du directeur général. Valdiodio Diouf, vous nous entendez? Valdiodio qui peut-être n'est pas là, même si sa main est levée dans la conversation. Serigne Malick Tall, on peut parler de vous comme d'un start-upper? Oui, j'en suis encore un. Juste une petite correction. Ma position précédente n'était pas chez Bizao, mais chez Hazard. Oui, Hazard. Désolé. J'ai dû mélanger un peu, voilà. Oui. Hazard Finance. Mais oui, je me définis encore comme un start-upper. Marine More Sénégal est la filiale de Marine More Engineering Services qui fait du bâtiment intelligent. Nous aimons dire que nous sommes leaders africains, même si certains le contestent. Dans tous les cas, on est dans les 3 premiers. et puis, effectivement, on essaye de disrupter l'industrie de la construction, du real estate et de la promotion immobilière dans notre environnement. Pour ajouter un peu à ce que les gens disent, et juste pour une petite parenthèse, j'ai aussi une expérience entre guillemets d'investissement, en tout cas d'investisseur, parce que je n'apporte pas du cash, mais à travers la structure Teamix que j'ai cofondée avec Fabien Ramsen, nous avons aujourd'hui pris de l'equity dans différentes startups de la place, au nombre desquelles on peut citer Khalis, qui est la néobanque pour les adolescents en France. Je pense qu'on participe aussi à Firefly, à Logidoo, et qu'on participe aussi à Payol. Donc, une petite expérience d'investisseur, pas à la mesure de ce que les autres font, mais c'est une expérience intéressante en ce sens qu'on investit avant le product market fit et qu'on finance toute la dynamique technologique des startups dans ce cadre et dans les back and forth avec le marché, en gros. Merci Malick, merci tout le monde. Un autre tour de table avant d'entrer de plein pied dans le débat d'aujourd'hui. Chacun a 1 minute pour me dire rapidement son regard sur le rapport que j'ai mentionné en ouverture par Tech Africa, qui fait état de 44% de plus sur les levées de fonds de l'année dernière. Olivier Furdel, cette belle actualité, on la doit à quoi? Alors, je m'en réjouis, mais je vais quand même être un petit peu tempéré. Donc, selon les rapports, il y a celui de Partech, à Disrupt Africa et d'autres, on voit qu'il y a effectivement une croissance sur le nombre de transactions. Mais pour moi, je note quand même 3 effets de concentration qui sont, on va dire, objectifs, mais interpellants. Premièrement, une concentration quand même sur, et ça on le sait, c'est sur un certain nombre de pays. Vous savez qu'il y a le Big Four, c'est-à-dire Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte, qui voilà, c'est 90% à peu près ou 89% du montant selon les rapports. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est de ça qu'on parle. Donc, l'Afrique de l'Ouest et en particulier le Sénégal, où sommes-nous? Deuxième élément de concentration,
les éléments de nombre de transactions et des montants. On parle nous beaucoup ici, et je suis très heureux d'ailleurs, c'est l'occasion de le souligner, qu'on ait des acteurs qui vraiment travaillent sur, on va dire, le début de phase, le début de parcours, dans une certaine mesure d'entreprise, tous ici. Mais la réalité, c'est que là aussi, les statistiques nous montrent que 85% des montants ont été sur quelques levées d'entreprises qui ont levé beaucoup d'argent. Deuxième élément de concentration, et en fait très peu sur les petites. Et troisième élément, c'est évidemment toujours les secteurs. Et là, on ressort chaque année, on dit, ah oui, effectivement, la FinTech remporte la part du lion. C'est toujours le cas. Alors, on est content de voir cette année-ci qu'il y a quand même une montée du retail ou de l'e-commerce. C'est probablement lié à certains éléments de pandémie ou digitalisation, de force de commerçants ou de force de travail et autres. Et également, on voit que la santé également est en essor. Et ça fait longtemps qu'on l'attend. Néanmoins, une grosse concentration. Et donc là aussi, ce sont des éléments, je pense, qui sont importants de cadrer, mais le plus notable est probablement on va dire, la répartition géographique. Oui, Madame Dieng, un commentaire sur cette belle forme dont fait état Partech? Je vais souligner les propos d'Olivier et les renforcer. Maintenant, je vais commencer par dire que je pense qu'il y a une grande amélioration dans le fait qu'on puisse déjà collecter cette information-là, parce que un des grands gaps qu'on a notamment dans l'écosystème africain, c'est que avant, il était très difficile de pouvoir mettre en place toutes ces informations-là, ces données, pour pouvoir voir l'évolution et la progression de l'écosystème. Donc aujourd'hui, le fait qu'on puisse le faire est une grande avancée et je note énormément l'effort de Partech de regrouper toutes ces informations-là. C'est quelque chose qui est aussi très bénéficiaire pour des investisseurs internationaux et externes comme nous, afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'écosystème. Maintenant, il est vrai que quand on regarde le rapport en lui-même, on se rend compte que les gaps de l'écosystème d'investissement en Afrique sont encore très, très présents dans le early stage. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a énormément eu de nouvelles initiatives et d'efforts qui se font dans le financement early stage, mais c'est encore un gap très présent. Aussi, quelque chose d'autre que je note, c'est qu'on a énormément de difficultés à voir les startups africaines progresser au-delà de la phase de seed, ce qui est notamment assez important à garder en tête pour des investisseurs que je vois qui essaient de se positionner un peu plus en série A, série B. On se rend compte que l'écosystème africain a encore beaucoup à faire pour aider ces startups seed à passer le cap de la série A. Et c'est là où je pense que pour des investisseurs plus early stage et seed comme nous, on devrait se poser des bonnes questions sur quelles sont les ressources à mettre à disposition pour pousser les startups au-delà de cette phase. Merci. Thierno Sakho. Merci Ousmane. Moi, le regard que je fais, c'est au vu du rapport, l'ambition des acteurs comme la DER de se positionner sur la partie pre-seed et seed et nous conforte en tout cas dans notre positionnement très clairement parce que sans qu'il y ait un investissement continu dans la durée sur cette phase-là, il est presque impossible à terme pour le Sénégal, pour plusieurs pays d'Afrique hors ces Big Four-là, de pouvoir émerger dans 3, dans 5 ans. Donc, c'est le regard froid que je fais de la chose, c'est que notre thèse d'investissement de vouloir se concentrer sur la partie pre-seed et seed, maintenant derrière, en y mettant toute l'expertise qui reste encore, on va dire, en termes de capacitation des ressources humaines de manière générale. Mais si on arrive à ça, très clairement, je pense que dans 2, 3, 4, 5 ans, il y a possibilité d'avoir beaucoup plus, on va dire, de success stories et peut-être éventuellement aller chercher, la 6e ou la 5e place. Parce que nous, aujourd'hui, en tout cas dans notre stratégie au sein de la DER, l'ambition pour nous, pour le Sénégal, est principalement, comme je le dis, les écosystèmes d'innovation ne sont pas liés à des pays, mais sont liés à des villes. C'est des villes qui drivent, on va dire, les écosystèmes. Nous, notre ambition, c'est de faire de Dakar un hub d'innovation. Déjà, pour pouvoir polariser ce hub d'innovation pour l'Afrique francophone, parce que ça, fondamentalement, Dakar peut jouer ce rôle de premier hub d'innovation pour l'Afrique francophone et éventuellement aller chercher d'autres marchés. Mais je pense que si on ambitionne dans les 2-3 ans d'être le hub d'innovation phare et peut-être atteindre, je dirais, la 5e ou la 6e place au niveau africain,
c'est déjà un bon résultat. Et à très court terme, nous, en tout cas, c'est notre drive, c'est de faire en sorte d'être à la 5e ou la 6e place dans les 3, 4, 5 ans à venir pour Dakar et pour le Sénégal. Merci, merci beaucoup Thierno Sankhot Lader. Un gros soulagement avec notre ami Pape Demba Diallo, le DG du FONSIS qui nous rejoint à l'instant. Le temps qu'on le laisse souffler un peu, comme ça il il se connecte un peu au débat. La parole à Serigne Malick Tall, Pape Demba Diallo. Nous en sommes, disons, au regard de chacun sur le rapport de Partec 2021. Serigne Malick Tall, ça vous inspire quoi en une minute ce rapport-là? Oui, je rejoins à peu près ce que Olivier a dit. Hein. C'est beaucoup de concentration, mais au-delà de ça, et puis j'entends tout particulièrement ce que chacun dit sur la nécessité de structurer un peu plus l'écosystème, mais ce que, comment je peux dire ça, je me perds dans mes idées. Ce qu'on relève aussi, c'est qu'en réalité, quand on regarde les différents investissements qui sont faits et quand on regarde d'où viennent ces fonds, on regarde aussi qu'il y a énormément de fonds qui viennent de l'étranger et pas assez de capital africain. C'est une chose qu'on aimerait souligner. Et puis on va s'arrêter là pour l'instant. Mais oui, effectivement, les concentrations sont flagrantes et peut-être quelque chose qui servira à poser une question chaque Thierno plus tard. J'ai l'impression qu'on a un décalage dans les temps d'investissement dans nos startups. J'ai l'impression que celles dans lesquelles on investit en pré-seed devraient déjà être en seed et celles dans lesquelles on investit en seed devraient déjà être en série A. Je ne sais pas si les autres ont la même impression, mais et puis enfin, c'est l'agneau dans je suis l'agneau chez les loups aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il faut en faire beaucoup plus pour en avoir un peu. Lui, c'est une impression qui est partagée par beaucoup d'acteurs et de start-upers de l'écosystème. Et je suis encore plus à l'aise pour le dire maintenant que j'ai beaucoup plus de recul et que je suis plus un start-upper opérationnel, on va dire. Je ne sais pas si les autres partagent la même idée. Merci, merci Serigne Malick Tall. On y reviendra. On salue très chaleureusement Pape Demba Diallo, le directeur général du FONSIS, passé par Sonatel, un grand de l'écosystème. Monsieur le directeur général, d'abord, soyez le bienvenu. Un premier mot, pendant qu'on y est, le FONSIS, c'est quoi rapidement et qu'est-ce qui le distingue disons, du fonds d'Olivier Fulbel, Teranga Capital, de la DER ou du fonds de Mariam Dian? Merci beaucoup, Ousmane. Bonjour tout le monde et toutes mes excuses pour ce retard. Donc, j'ai une journée très, très chargée. J'étais en conseil d'administration, donc qui vient juste de se terminer. Et donc, bon, le FONSIS, nous sommes une SA, donc je sors d'un conseil d'administration, donc une SA avec conseil d'administration qui appartient à l'État à 100%. Donc, nous sommes une société privée. Donc, ça, je pense qu'il est important de le dire, avec un fonctionnement privé. Et notre mission, c'est d'être en fait le bras armé privé de l'État et contribuer au financement de l'économie. Et lorsqu'on dit contribuer au financement de l'économie, c'est tout ça des termes génériques, mais concrètement, on le fait à travers des véhicules d'investissement. Donc, nous avons un véhicule qui est le fonds stratégique, et son nom en parle, ce fonds stratégique, c'est un fonds de développement, dans le sens qui a donc une attitude très volontariste pour développer certains secteurs ou certaines entreprises. Et lorsqu'on parle de fonds de développement, ça veut dire aussi être impliqué dans un stade très tôt dans les projets stratégiques. C'est aussi être impliqué dans le financement de l'économie, donc des entreprises privées, mais à travers des véhicules qui sont aussi des fonds d'investissement. Teranga Capital est un investissement du FONSIS.
nous regardons Teranga Capital comme étant un de nos investissements. Nous avons le quart de Teranga Capital. Et donc, FONSIS, le fonds stratégique, FONSIS, fonds souverain, a son fonds stratégique. Demain, nous aurons le fonds générationnel qui va gérer les revenus du pétrole. Mais à côté, nous avons une activité de fonds de fonds. Et cette activité de fonds va créer des Teranga Capital. Nous avons 8 funds. Demain, nous aurons le fonds PME de 100 millions d'euros avec KfW. Demain, quand je dis demain, c'est en 2021, qui va investir dans un certain nombre de secteurs. Donc, nous sommes vraiment un instrument de financement de l'économie à travers directement nos fonds stratégiques, qui sont des fonds souverains, ou à travers des fonds que nous créons avec des tiers. Et Teranga Capital est un fonds que nous avons créé pour adresser essentiellement la tech et d'autres secteurs, mais dans des configurations dans lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Parce que le fonds stratégique a un ticket minimal de 300 millions. Nous devons être minoritaires. Donc, ça veut dire que c'est des projets de 2 milliards privés. Et entre-temps, nous nous sommes dit, mais il y a des projets tech qui sont plus petits, des projets autres qui sont plus petits. Et nous font créer des fonds PME ou des fonds TPE qui vont adresser en fait cette cible-là. Merci beaucoup, Pape Demba Diallo, directeur général du FONSIS. Je précise que Mapenda Diop, que l'on connaît sûrement comme le fondateur d'Expat Dakar, mais il est également dans l'investissement, il est dans d'autres structures que lui-même va présenter plus tard avec nous cet après-midi, de même que Amandine Negoti, qui est la directrice générale d'un fonds qu'elle va nous présenter également. On salue aussi la présence parmi nous d'autres discutants qui auront la parole un peu plus tard, le temps de revenir sur quelques aspects. Olivier Furdel, on estime souvent que les fonds d'investissement ou les investisseurs manquent parfois d'ambition, ne mettent pas beaucoup d'argent, ils préfèrent se suffire, disons, à quelques millions. Vous répondez quoi rapidement? Alors, la réponse, je crois que c'est qu'à tout projet et surtout, plus précisément, à tout stade d'avancement ou de développement d'un projet correspond à un montant. Finalement, le bon montant ou la bonne fourchette de montant. Donc, on ne peut pas parler de manière absolue et se dire, par exemple, voilà, lorsque je démarre, j'ai besoin de 100 millions, quoi qu'il arrive. Quel que soit mon plan, quel que soit mon projet, ça n'aurait pas de sens. Donc, nous avons à regarder ça de manière effectivement assez précise en tant qu'investisseur, mais nous, en miroir, nous suggérons, recommandons chaudement aux promoteurs en fait, de faire ce travail d'abord de lui-même. Alors, pourquoi est-ce que ça a des applications? Il y en a diverses, mais je peux en citer une seule déjà. Une première, c'est que selon le mode de financement qui va être fait, si j'ai besoin, au moment où j'ai fait un tout début de proof of concept, j'ai développé la première version de mon app, j'ai recruté un premier commercial et été frappé à la porte de premier client, je ne sais pas si je fais ça, si je veux faire du SaaS en B2B, bon, oui. Si je fais ça et que j'ai besoin de lever 100 millions et que je veux le faire par investissement en capital, bon, ben, je risque d'être relativement fort dilué, c'est-à-dire de devoir céder une partie important de mon capital par rapport au même scénario où je fais une partie, on va dire, je séquence, je fasse mon projet et je ne vais chercher, disons, que 50 millions de francs CFA au même moment. Et donc, voilà, donc ces éléments-là, je crois, ne sont pas une question d'appétit ou de ticket moyen ou ticket ou plafond maximum. Je crois très sincèrement qu'un projet qui est très ambitieux ou un projet qui arrive à un stade d'ambition qui doit lui permettre de trouver 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça peut se trouver sur la place et sur des investisseurs présents au Sénégal. Néanmoins, je ne pense pas que quand on a effectivement un promoteur qui aborde la question en ces termes, que c'est ça qui compte. Il n'y a pas, on sait qu'il y a un prestige à la levée de fonds, mais en fait, très sincèrement, pour nous, l'entrepreneuriat et le financement de cet entrepreneuriat n'est pas une course à un montant, une course effrénée, une course qui serait pas réaliste. Voilà, nous, en moyenne, on investit, j'ai fait regarder les chiffres pas plus tard qu'hier, nos investissements en moyenne sont de 208 millions de francs CFA, on peut aller entre 50 et 300, donc on voit que ce sont des montants. Parfois, c'est beaucoup d'argent très vite, parfois, ça se fait de manière graduelle. Bref, ça se fait au cas par cas. Et pour moi, le but d'un investisseur, quel qu'il soit, c'est de pouvoir épouser les besoins ou d'un groupe d'investisseurs, parce qu'on investit beaucoup, et d'ailleurs, tous les acteurs ici en présence, et pas encore avec Marem, mais ça viendra certainement en son…
ce qu'on avait dit moi, eh bien, je pense que voilà, le travail d'un investisseur, c'est de bien faire épouser le besoin d'un projet au stade où il nous est présenté. Merci, Pape Demba. Oui, en fait, je pense qu'Olivier a répondu très bien à cette question. Et ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en fait, des fois, nous nous mettons ensemble pour mettre encore plus d'argent. Wow. Donc, avec Teranga, nous avons eu en fait un cas où Teranga est venu avec un entrepreneur qui avait besoin de capital développement cette fois-ci. Là, on était très loin de l'amorçage ou du seed, en fait, ou du risque. En fait, on était dans vraiment du développement. Et donc, Teranga a mis de l'argent, est venu nous voir. Foncis, nous avons aussi mis de l'argent. Et donc, c'est plusieurs centaines de millions de francs à la disposition de cet entrepreneur-là. Et aussi, il faut regarder, en fait, à quel stade est l'entrepreneur. On a un cas avec la DER, avec Teranga Capital. Donc, un dossier que le Foncis avait commencé à regarder, mais nous avions recommandé à ce que cette structure aille voir la DER. Et une fois qu'elle passe, disons, l'étape de la DER en termes de seed, Teranga Capital prend le relais. Ensuite, nous pourrons prendre le relais plus tard en capital développement et sur des montants plus importants de 500 millions, voire 1 milliard. Notre ticket minimal, c'est 300 millions, le fonds stratégique, mais nous n'avons pas de limite. Donc, en termes de capital développement ou en termes de capital retournement. Ce qu'il faut dire, c'est que là, on parle des startups ou du numérique. Donc, on est beaucoup actuellement dans le début, donc dans l'amorçage, dans le seed ou dans du risque pur de développement. Oui. Mais on peut aussi avoir des startups qui sont dans du capital retournement parce qu'il y a des entreprises tech qui sont dans du retournement. Parce qu'il y en a qui existent depuis plusieurs années et qui peuvent en fait faire un shift de leur business et avoir besoin de capital pour repartir. Et là-dessus, nous pouvons aussi mettre autant d'argent. Ce qui est important, oui, c'est encore une fois faire un arbitrage entre le besoin et la part que le promoteur ou l'entrepreneur est prêt à laisser, mais aussi comment coupler ça avec la gouvernance et accompagner le promoteur. Voilà. Merci, Pape Demba. Marem Dia. Effectivement, je reviens sur ce que Olivier et Pape Demba ont dit. Tout dépend du stade de l'entrepreneur. Et c'est là où j'encouragerais fortement les entrepreneurs sénégalais à ne pas forcément prendre une corrélation avec les termes de seed, pre-seed, série A, parce que c'est des termes qui ne sont pas forcément applicables dans leur écosystème, et plus à se référer au stade de développement de leur entrepreneur. Aujourd'hui, les investisseurs regardent les 5 stades de développement de l'entrepreneur qui sont l'idéation, le prototypage, le product market fit, le growth stage et la croissance. Et quand on regarde aujourd'hui dans l'écosystème sénégalais, on se rend compte que nombreux des entrepreneurs n'ont pas encore dépassé le stade de product market fit. Et c'est quelque chose d'assez réel quand on regarde les statistiques des entrepreneurs. Et il est très problématique pour les investisseurs de pouvoir forcément se positionner sur des stades de seed ou de pre-seed quand on a des entrepreneurs qui sont encore en loop entre une phase de product market fit et une stade de prototypage. Et là où j'ajoute que les investisseurs sont importants, c'est que l'investissement est très important dans la phase de prototypage et de product market fit. Parce qu'on se rend compte que les entrepreneurs n'ont pas la possibilité, ils sont dans on va dire, dans une courbe de négative en création de valeur quand ils sont encore entre le prototypage et le product market fit. Ça veut dire qu'ils ont une solution, ils ont une idée. Ils sont en train de mettre en place un prototypage pour pouvoir tester cette solution-là. Et qui ne sont pas encore certains qu'il y a un fit entre leur solution et le marché. Et quand on est dans cette phase, forcément, où on est dans une phase, on va dire, négative de création de valeur, parce qu'on n'a pas forcément encore trouvé un fit pour notre solution, il est important d'avoir du capital pour pouvoir tester. Le capital n'est pas encore pour du déploiement, c'est du capital de test. Et c'est là où des acteurs comme l'ADER, sont importants parce qu'ils permettent de donner un certain capital d'amorçage pour pouvoir tester sa solution. Quand on a trouvé un product market fit, c'est-à-dire qu'on peut justifier qu'il y a un rapport entre une demande pour notre solution et le marché, c'est là qu'on cherche du
capital de déploiement qui est pour aller dans la phase de go-to-market. Et on a différents investisseurs qui se positionnent sur différents stades en fonction du risque qu'ils sont prêts à prendre. Et c'est là où je sors des terminologies de seed et je rentre plus dans l'approche de se dire il faut trouver les bons investisseurs qui sont en phase avec notre stade de croissance. Et il faut chercher à trouver, on va dire, le parti pris en risque que les investisseurs sont prêts à prendre sur les différents stades de croissance en fonction d'où la startup se trouve. Et pas forcément se dire que parce que Teranga est un fonds de seed ou parce que 500 est un fonds de seed, il doit investir forcément un certain ticket ou pas. Merci beaucoup Mariam. Thierno Sakho. Merci. Ousmane, moi, le point de vue, en tout cas les éléments d'appréciation que je pourrais donner, c'est déjà par rapport à l'explication peut-être du fait qu'on n'a pas assez de belles boîtes tech capables de faire des levées, on va dire, de 2-3 millions. On le pense, des fois on le pense. Oui, et pourquoi? Moi-même, je le crois fondamentalement. Mais sur cette année, je veux dire sur la fin d'année 2020 et 2021, j'ai rencontré des entrepreneurs tech qui fondamentalement ont la capacité. Ce qui se passe, en fait, c'est que d'une part, ça j'ai découvert, ce terme startup qui est tellement recherché par des investisseurs à succès aux États-Unis, en France et partout, des gens qui sont des entrepreneurs à succès, ceux qui se réclament encore après 10 ans de métier start-upper, c'est quelque chose qui, dans notre environnement, passe encore difficilement. Pourquoi j'ouvre cette fenêtre-là? Je vais te parler des types des PME, TIC, relativement robustes, qui ont de la traction, qui sont présents à l'échelle africaine, qui sont structurés, qui ont 10 ans, 15 ans de métier, qui ont des clients B2B, mais qui aujourd'hui ne sont pas à l'aise pour se considérer comme une start-up. J'en ai rencontré quelques belles boîtes, mais qui sont de très belles boîtes qui aujourd'hui, pour leurs besoins de levée de fonds, pour le déploiement et pour l'accélération de leur process, seraient totalement fit pour faire des levées en série A, en série B, et qui donneraient cette visibilité-là au Sénégal. Maintenant, ce qui manque chez eux, c'est cette culture. Quand je parle d'une culture start-up, c'est d'une part, Tidjane Dème en parlait il y a 2-3 ans aux entrepreneurs lorsqu'il disait « do your homework ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par « do your homework », c'est-à-dire aller apprendre le bon vocabulaire, les bonnes approches pour pouvoir discuter avec des fonds d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, si moi, en tant qu'entrepreneur à succès, j'ai 10 ans, j'ai bootstrappé, j'ai créé une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, j'ai une vingtaine de clients B2B, des banques et autres, dès que j'entre dans une discussion, on va dire, pour faire une levée de fonds, je suis perdu. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas préparé. Et fondamentalement, si on arrive à accompagner ces sociétés-là qui sont relativement matures, à bien les structurer sur une approche, on va dire, un peu de venture capital, de private equity, je te confirme que cette année et l'année prochaine, on peut avoir beaucoup de levées parce qu'ils ont tous les éléments pour lever des fonds. Donc ça, c'est vraiment une question, on va dire, peut-être de mindset, de nouvelles manières de se positionner en tant que startup. Et ça, c'est quelque chose qui est encore bloquant et certains de nos investisseurs, on va dire, matures. Maintenant, chez les plus jeunes, c'est le sens contraire. Ils sont jeunes et ils veulent déjà toucher à une série A, à une série B, ce qui ne passe pas encore. Ils n'ont pas de traction, ils n'ont pas ces clients, ces indicateurs KPI sur lesquels un fonds en seed plus le série A aura de l'appétit. Donc, on se retrouve avec des investisseurs comme le fonds 6, comme Teranga, comme Partech, qui vont chercher ces jeunes-là, mais ces jeunes n'ont pas les KPI. Et on a des entrepreneurs qui ont les KPI, mais qui ne vont pas vers ces investisseurs-là, qui sont fonds 6 et autres. Donc, on a, on va dire, un décalage entre ces deux mondes qui devraient se rencontrer, c'est-à-dire des entrepreneurs aguerris, robustes, qui ont une présence quasi sous-régionale, et peut-être des investisseurs qui seraient prêts. Mais ça, c'est plus un problème de vocabulaire, de compréhension et de culture, d'ouverture de leur capital. Merci Thierno Sakho. Alors, Serigne Malick Tall, on parle de vocabulaire, de culture. Thierno Sakho nous rappelait dernièrement que Tidjane Dème demandait un peu aux start-upers de maîtriser le jargon ambiant, comme on dit. Mais est-ce que ce n'est pas le problème souvent, Serigne Malick Tall? Est-ce qu'on n'a pas des investisseurs peut-être étrangers à un monde
où ils arriveraient en exigeant que tout le monde s'adapte à eux. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une partie du problème? C'est exactement l'impression que j'ai. Je suis désolé de ne pas être d'accord un peu avec tout le monde. Ousmane, vous m'entendez bien, hein? Oui, on vous entend très bien. Il y a mon écouteur qui déconne un peu. Mais j'ai l'impression d'entendre à peu près le même discours que quand j'ai commencé à entreprendre, il y a 10 ans, où on ne parlait pas encore des investisseurs, on parlait des banques pour financer le développement. On ne parlait pas des fonds, on parlait des banques. Et les banques expliquaient qu'ils ne pouvaient pas investir dans un certain nombre d'entités et accompagner l'économie sénégalaise parce qu'elle était faite d'une certaine manière et que nos entreprises étaient constituées d'une certaine manière, qu'on avait une certaine taille, quid de notre potentiel, et qu'on avait et qu'il y avait un déficit d'information majeur qui ne leur permettait pas d'accompagner les entreprises. J'ai l'impression qu'on a un débat dans le financement de nos entreprises en général et de notre activité économique qui s'est transféré des banques aux fonds d'investissement. Et on va expliquer que oui, effectivement, pour qu'une entreprise reçoive de l'investissement, il faut qu'elle ait un profil de rentabilité, il faut qu'elle ait une équipe, il faut qu'elle ait une bonne gouvernance, il faut qu'elle ait un product market fit, et donc que tout est prêt, il faut juste mettre le carburant dans la Ferrari et puis on accélère et on multiplie. Il faut qu'elle soit capable de donner l'ensemble des informations. Et en fait, j'ai une question. Si on a tout ça, pourquoi on a besoin de votre argent? La base, elle est celle-ci. Moi, en tant que start-upper, si j'ai 50 millions, le projet, il est un. Si j'ai 50 millions, je fais quelque chose. Si j'ai 100 millions, je fais autre chose. Si j'ai 1 milliard, je fais autre chose. Si j'ai 10 milliards, je fais autre chose. Souvent, on se retrouve dans des situations où les entrepreneurs ont un potentiel qu'ils regardent et qu'ils voient. Certains d'entre eux ont un potentiel qu'ils regardent et qu'ils voient et qu'ils ont envie d'aller tackler. Et de l'autre côté, on a des gens qui disent « Non, il faut d'abord passer par là. Il faut d'abord réussir au Sénégal avant de se lancer au Nigeria, par exemple. Il faut d'abord, ici, confirmer un marché de 2000, 3000, 4000, 5000 clients avant d'attaquer le marché nigérian. » De mon expérience personnelle et de ce que j'ai vu autour de moi, de certains entrepreneurs, et la dernière section fait à peu... Oui, vous m'entendez mieux? Oui, ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Oui. Cori fait à peu près 100 000 euros de plus par mois. Et la problématique qu'on va avoir, c'est que quand on est au Sénégal, Cori Sénégal, Cori qui se crée au Sénégal et qui décide d'être une start-up sénégalaise, va parler maximum à 10 investisseurs. 10. On réplique cette entité, on la base en France. Cori va parler à 140 investisseurs dans la même durée. Les valorisations qui sont faites de Cori par les investisseurs sénégalais et par les investisseurs ailleurs sont entièrement différentes. Aujourd'hui, Cori va être valorisé à 2 ou 3 millions d'euros ailleurs et Cori va être valorisé à 500 000 euros par nos investisseurs locaux. Le même produit, hein, la même boîte. En termes d'accompagnement, effectivement, on a des structures d'accompagnement ici, qui sont le CETIC, qui sont Impact, etc. Et de l'autre côté, Cori va postuler à des accompagnants comme 500 Startups, comme Station F et comme Y Combinator. En fait, c'est pas que les startups ne sont pas au niveau. Il y a forcément des lacs qu'on a. Effectivement, on doit se développer. On doit être meilleur nous-mêmes. Il nous manque beaucoup de choses. Mais le discours qui consiste à dire que les entrepreneurs ne savent pas parler aux investisseurs est un discours qui va dans un seul sens. Et j'ai l'impression qu'on est en train de prendre une tournure, la même qu'on a prise avec les banques des années 70 aux années 2000.
où on s'est demandé pourquoi les banques ne financent pas assez notre économie, alors que c'est leur rôle. Et on est encore en train de se demander pourquoi les fonds ne financent pas assez, alors que c'est leur rôle, et que leur impact est aussi minime. Si on passe du micro à l'impact macro, oui. Effectivement, je pense qu'il y a un biais dans le regard des investisseurs et dans leur manière de considérer à la fois les entrepreneurs, à la fois le potentiel, à la fois le marché, mais aussi de considérer, oui, ce à quoi doit servir leur argent. Pourquoi ils doivent mettre beaucoup plus d'argent que ce qu'ils mettent? Effectivement, une entreprise va avoir des problèmes. Elle ne va pas être parfaite. Oui. Leur argent est censé recruter un meilleur directeur financier au standard. Leur argent est censé avoir un personnel, donc des ressources humaines au standard. Leur argent est censé repenser l'organisation. Leur argent est censé. Et en fait, oui. Enfin, je ne veux pas être trop long et monopoliser la parole. Oui. Je vais juste finir par dire oui. que je suis que dans tout ça, la seule chose qui me réconforte, moi, c'est la dynamique publique, de voir le Fonds 6 et la DER à la table. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur que pour les banques cette fois. On a considéré que le développement de l'entrepreneuriat, c'était un problème de secteur privé et de banque. Alors qu'effectivement, le développement de l'entrepreneuriat n'est qu'une mission publique. Et en fait, attirer des investisseurs, attirer plus d'investisseurs, attirer plus de capitaux, rendre le Sénégal investment friendly est typiquement un rôle d'État. Quand on investit dans 100 startups et que les 90 meurent, je l'ai déjà dit, je pense, et je le répète beaucoup, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'avant de regarder les 10 qui ont survécu et ce qu'elles rapportent, qui est souvent bien supérieur à ce qu'on a investi dans les 100, oui. Le chemin des 90, en termes de création d'emplois, en termes d'impôts payés, en termes de création de richesse, en termes de recherche et développement et d'exploration de divers secteurs, et en termes d'aguerrissement, ça a participé à aguerrir une génération d'entrepreneurs qui vont retourner à l'entrepreneuriat. Il y a quelqu'un qui disait, et puis j'adore cette phrase, on ne va pas à la guerre avec, on ne va pas à la guerre avec des soldats qui n'y sont jamais allés. Et en fait, le fait de financer des échecs permet d'apprendre à ces soldats à se battre. C'est pour ça que je trouve que, encore une fois, il faut une dynamique plus grande. En fait, c'est comme quand on dit, c'est comme quand une start-up gagne ses investisseurs. J'ai fait 100 de croissance. J'ai fait 600 000 francs cette année. J'ai fait 200 000 francs de croissance, mais je ne suis toujours pas intéressant pour vous à investir parce que l'évolution n'est pas pertinente, elle n'est pas significative au niveau macro. Moi, de mon regard de start-upper, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim. Merci. Mais je m'excuse de se paver dans l'eau, dans la main. Merci Malik, on vous redonnera la parole plus tard. J'invite nos discutants à activer ou réactiver leur micro pour quelques incursions par endroit. Pape Demba Diallo, sûrement les investisseurs ont un commentaire après ce coup de Malik, Serigne Malick Tall. Oui, en fait, je voudrais intervenir à plusieurs titres. Hein. Oui. D'abord, rappeler que la notion d'entrepreneuriat n'est pas une notion qui est étrangère au Sénégal. Par défaut, un Sénégalais, il est entrepreneur. Parce que nous n'avons pas... L'essentiel des Sénégalais qui ont une activité ne sont pas des salariés. Donc, au Sénégal, nous sommes un peuple d'entrepreneurs. Soit on est cultivateur, on est cordonnier, on est forgeron. Donc, nous sommes un peuple d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs sont financés. Donc, nous avons déjà en fait des mécanismes internes au Sénégal qui sont des mécanismes peut-être informels ou familiales de financement et du développement en fait de certaines activités. Et je voudrais faire un commentaire en tant que quelqu'un de la tech.
j'ai commencé ma carrière d'ingénieur en 96 sur l'Internet. Avec Tidjane Deme, notre première expérience de création de start-up, c'était en 98. Donc, Tidjane est un jeune frère avec qui je chemine depuis très longtemps. Et avec d'autres amis sénégalais, dont l'actuel DG de Air Sénégal, qui était DG du FONSIS. Donc, on était entrepreneurs en France à l'époque où c'était la période des dot-com. On était sur des trucs extrêmement pointus. Donc, il y a plus de 20 ans déjà, on était dans cette dynamique en tant qu'individu ingénieur, de création de services et de recherche de financement. Et ensuite, ça fait 7 ans que le FONSIS existe, et en tant qu'observateur aussi du B2B. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une entreprise dans les nouvelles technologies est la même chose qu'une entreprise dans un autre secteur. C'est-à-dire que la démarche est toujours la même. Le secteur étant différent, forcément, il y a des choses qui sont spécifiques au secteur. Le fait d'avoir des plateformes qui permettent d'atteindre des marchés sans y être physiquement est un aspect important. Le fait d'avoir un marché de test plus grand permet d'aller plus vite sur la qualité de son produit. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce que dit Tal, les fonds d'investissement, ce sont des instruments de financement. Les banques sont des instruments de financement. Et que donc, nous devons réellement connaître nos futurs clients et savoir exactement quels sont leurs besoins et leurs problèmes. Il a raison. Sur cette démarche-là, les fonds d'investissement devraient être un peu plus modestes et être un peu plus à l'écoute et être un peu moins dans le hype. Et être juste, en fait, écouter. Mais aussi, il est important que les entreprises, c'est pourquoi je ne parle pas uniquement de start-up, je parle de jeunes entreprises, de PME, comme tout à l'heure disait Saro, qui ont 10 ans, 15 ans, que ces gens-là se disent, mais quand je vais aller voir un fonds d'investissement, je vais voir un investisseur à qui je dois présenter un projet d'entreprise. Et le fait d'être dans la technologie ne soustrait pas de certaines réalités. Comme je disais, j'ai fait 25 ans là-dedans et ça ne soustrait pas de certaines réalités. Et j'ai été dans des startups en Californie, à San Francisco. J'ai été dans des boîtes qui sont mortes maintenant et qui ont été, c'était des boîtes extrêmement innovantes. Oui. Mais qui sont arrivées de la mauvaise manière sur le marché et qui sont mortes. Et 10 ans après, leur technologie, 15 ans après, leur technologie est arrivée sur le marché. Donc, il est important quand vous venez nous voir ou quand nous nous rencontrons, que vous dites, mais je suis une entreprise, j'ai un projet, et ce projet-là, comment je le déroule? Et qu'il y a peut-être des phases par lesquelles il faut passer pour sécuriser le futur. Il y a certains types de solutions technologiques sur lesquelles on peut faire un saut, d'autres non. Et juste pour illustrer, à titre personnel, depuis 2015, j'ai une start-up et j'ai déjà dépensé à peu près 30 millions de mes propres sous dans des tests. Maintenant, en tant que structure publique, il faut se dire que Tal disait que c'est une mission publique de créer l'entrepreneuriat. Effectivement, il appartient, c'est du rôle de l'État de mettre en place un écosystème, l'environnement qui permet en fait le développement de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la technologie, ça peut se faire autour de programmes. Si on prend le cas de la santé ou le cas d'autres secteurs, le fait que le ministère de la Santé se dise « je vais mettre en place un dossier médical patient », ce faisant, le ministère de la Santé, en fait, met en place un programme qui permettra la création d'un écosystème de start-up autour de la santé et du paiement qui vont en fait se greffer sur le dossier médical patient. Donc, l'État intervient à travers les instruments d'accompagnement, à la fois accompagnement financier, mais accompagnement technique, mais l'État aussi peut intervenir à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui sont des projets-programmes et qui peuvent entraîner la naissance de certaines startups. L'IoT en est un. Avec les réseaux à faible consommation d'énergie, en fait, ce type de technologie-là pourrait permettre de faire naître un écosystème de l'IoT et qui peuvent impacter en fait beaucoup de secteurs, l'agritech et d'autres ex-tech dont on parle. Voilà. D'accord, merci Pape Demba Diallo. Je redonnerai la parole un peu plus tard à Olivier Furdel, Thierno Sakho et Marème Dieng. Une première prise de parole de nos discutants parce qu'évidemment, ils font partie du débat.
Et je fais exprès de démarrer par Amandine Neboti qui va nous présenter le fonds qu'elle dirige. Je lui donne d'autant plus la parole qu'elle a un regard extérieur sur ce que nous disons. Amandine, soyez la bienvenue. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne peux pas activer la caméra, je ne sais pas si c'est fait. Non, c'est moi qui... Voilà, je vous promeux en tant que panéliste. C'est bon, comme ça, là, on vous voit et on vous entend. Allez-y, Amandine. Un regard, Amandine, sur ce que l'on dit. Est-ce que vous avez cette autre impression, la même impression que Serigne Malick Tall, que finalement, l'investisseur arrive sur le marché avec ses propres convictions qu'il impose aux autres, aux start-upers en l'occurrence? Amandine qui se démène avec sa vidéo. Mais vous pouvez parler le temps que la vidéo arrive, Amandine. Amandine? Amandine, vous nous entendez? Sinon, en attendant d'avoir Amandine, Mapenda Diop? Mapenda, vous nous recevez? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, Mapenda. Soyez le bienvenu. Merci. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ange d'affaires. Hein? Voilà, Amandine est là. Le temps qu'elle va s'installer, la parole à l'ange d'affaires Mapenda Diop. Oui, Mapenda, un regard un peu pour ne pas trop vous orienter positivement, un regard sur la thématique, sur ce que nos panélistes viennent de dire. Alors, très bien. Je trouve que déjà l'initiative est bonne et arrive à point nommé. Aujourd'hui, moi, je ne peux que partir de mon expérience d'entrepreneuriat local au niveau du Sénégal et également dans le secteur du digital, qui est très compliqué, très difficile. Nous n'arrivons pas à vraiment émerger et créer de vrais champions aujourd'hui. Au Sénégal, je parle de la partie francophone, il y a une vraie différence entre la partie francophone et la partie anglophone aujourd'hui en Afrique. Et étant au Sénégal, et que si on regarde autour de nous, en fait, nous n'avons vraiment pas de grands champions aujourd'hui qui émergent. Et est-ce que c'est lié, il y a un lien aujourd'hui avec le financement, avec l'accès aux ressources financières? Oui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut d'abord, je pense aussi, voir la taille de notre marché. Ça, c'est la réalité. Nous sommes dans un petit pays avec un marché également réduit et nous avons aussi des modèles qui ne collent pas vraiment aussi aux attentes des marchés et des populations. Donc, quand on est dans le secteur du digital, il est très difficile de mettre en place des business models, en tout cas, qui sont viables. Et ça, je pense que le problème pour moi, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le problème du financement. Ce n'est pas le problème du financement. L'accès au financement, c'est bien, aujourd'hui, nous avons des instruments, que ce soit le fonds 6 ou d'autres fonds disponibles. Déjà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on prend le modèle du start-upper sénégalais lambda, moi, je pitch beaucoup de jeunes porteurs de projets, mais je pense que c'est inaccessible pour eux. Et il faut dire les choses comme telles, c'est-à-dire que pour un jeune start-upper, l'accès à un financement à hauteur avec un ticket de 500 millions de francs ou 300 millions, c'est quelque chose de quasi impossible. Parce qu'il est déjà au stade de prototypage et que c'est ça qui doit nous permettre aujourd'hui de... je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Nous entendons très bien, Mapenda. Donc voilà, je disais que donc c'est quasi difficile donc, pour un jeune porteur de projet d'atteindre ces mécanismes de financement. Parce que quand on parle de fonds ou quand on parle de banque, de système bancaire, il y a un facteur premier qui est primordial, c'est le facteur risque pour ces différents acteurs. Les risques, en fait, ce n'est pas parce qu'on est un fonds souverain et tout ça qu'on va prendre plus de risques qu'une banque. Je pense qu'en tout cas, en Afrique, aujourd'hui, on en est là. On en est là et que
malheureusement, je pense que moi, avec ma casquette d'entrepreneur, je vois du même œil un fonds qu'un banquier. Parce que le fonds est certes normalement plus habilité à comprendre la démarche d'un jeune entrepreneur qu'un banquier, parce que le banquier il reste sur sa logique de risque et tout ça et de rentabilité. Et donc, ces éléments-là, il ne faut pas les perdre de vue. Et je pense que reposer les bonnes questions en disant, ben voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, par essence même, rime avec risque? Est-ce qu'aujourd'hui, les fonds sont capables d'accompagner aujourd'hui un entrepreneur sur ces bases-là? Je ne crois pas. On n'y est pas encore parce que c'est la raison pour laquelle moi, ayant développé une entreprise dans le digital et qui a pu faire du cash-out aussi, j'ai pu faire un cash-out qui m'a permis aussi de gérer un petit fonds en mettant donc des billes sur des projets d'entrepreneurs. Je pense que la démarche liée à la notion du risque, c'est quelque chose qui est fondamental. Et que la question, donc, c'est le diable qui se mord la queue, en fait, aujourd'hui. Donc, ce qui est risque et rentabilité, c'est ça qui revient quand on parle argent de façon générale et quand on parle d'investissement également. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les fonds, en tout cas, devraient avoir une vision différente de l'investissement que, pour moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, que vision est toujours la même que celle des banques. Merci Mapenda, président de Map Invest Holding. Je sais que vos homologues investisseurs ont sûrement pris bonne note. Après vous, je donne la parole à Amandine Negoti. Une première petite présentation de votre fonds, Amandine. Bonjour à tous. Merci Ousmane pour l'invitation. Alors, je ne suis absolument pas un fonds d'investissement. Je suis un cabinet de conseil et d'accompagnement. Donc, je suis de l'autre côté de la barrière. Donc, notre spécialité sont les startups de la diaspora. Donc, on est entre Paris et le cabinet est à Dakar au Sénégal, mais on a des opérations sur toute l'Afrique de l'Ouest de façon générale. On est reconnu comme une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant par Afrique Innov qui vous a permis justement de nous connaître. Nous accompagnons des startups au Mali, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire et aussi des ONG sur lesquelles on les aide sur des sujets un peu plus précis concernant les startups, la création d'emplois et le développement des compétences des startups. Donc, est-ce qu'il y a une question particulière pour les personnes qui sont de l'autre côté de la barrière, puisque nous ne sommes pas… Oui, justement, comme disait Serine Malikdal, est-ce que vous avez également ce constat que les investisseurs arrivent sur le marché avec des convictions qui leur sont propres et qui font qu'après, ils ont du mal à s'adapter aux réalités locales? Est-ce que vous avez, vous aussi, ce constat? Je ne dirais pas que j'ai ce constat. Mon constat, je vais d'abord partir de ce que je connais le mieux, donc c'est-à-dire des startups. Les startups aujourd'hui, ce qui est clair, en tout cas pour ceux que j'accompagne sur le continent, les besoins sont, comme on disait tout à l'heure, en pré-seed. Et les startups tech au Sénégal, bon, il y en a quand même assez, mais par exemple, si vous allez dans des pays comme le Bénin, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de startups qui sont dans l'agriculture ou qui souhaitent faire de la transformation de produits. Je ne dirais pas que les fonds viennent avec des attentes qui sont trop élevées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est connue de la part des fonds, qui est que sur le continent, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, qui a des réalités différentes de l'Afrique anglophone, les startups cherchent des petits tickets. Et pour moi, s'il y a quelque chose à décrier, c'est cette espèce de vide qu'il y a pour ces startups. Et c'est pour ça que justement, chez Dira, nous, on crée un outil d'investissement. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez pensé qu'on était une boîte qui investissait aussi, qui a un algorithme qui permet justement aux startups de matcher avec des fonds d'investissement selon la thèse du fonds d'investissement. Sauf que je me suis rendu compte que pour pallier à ce gap,
au lieu de chercher, par exemple, aujourd'hui on a Teranga Capital, etc., toutes ces personnes qui ont des thèses d'investissement assez précises, ce serait aussi de permettre aux personnes de la diaspora, par exemple, qui souhaitent investir dans des startups en Afrique, de pouvoir être des mini business angels. Parce que vous avez le business angel dont c'est son métier ou qui se constitue avec d'autres personnes pour faire des groupes de business angels. Mais il y a plein de personnes dans la diaspora qui me disent, bon ben voilà, je suis cadre dans telle grosse boîte, j'ai 5 000 euros d'épargne et puis j'aimerais investir mes 5 000 euros sur différentes startups. Donc aujourd'hui, si j'avais quelque chose à dire, ce serait plutôt de proposer des solutions pour combler ce gap où justement il y a un vide pour toutes ces startups qui cherchent entre 0 et 10 000 euros, enfin je dirais même jusqu'à 100 000 euros parce que c'est très difficile de décrocher des fonds dès que les dossiers sont à 100 000 euros pour avoir fait des espèces de mise en relation avec des fonds plusieurs fois. Donc voilà, ce serait vraiment dire en tout cas à tous ceux qui sont là qu'il faut vraiment trouver des solutions pour qu'on puisse combler ce gap. Mais la bonne nouvelle, en tout cas au Sénégal, et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre à Dakar, c'est qu'il y a pas mal d'ONG et de programmes qui sont faits pour ça. Par exemple, il y a Orange Corner qui est dirigé par le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas. Vous avez Kinaya Ventures qui dirige pas mal de programmes. Il y a ITC qui est le bras d'investissement de l'ONU aussi qui permet en fait justement de combler ce gap ou alors PPI avec qui on travaille. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est plutôt mon constat. Merci beaucoup Amandine Negoté, directrice générale de Dira Partners. Avant de donner la parole, de la redonner aux panélistes, je n'oublie pas non plus Dramé qui lève la main. Lambaka, dernière discutante, est-ce qu'elle est avec nous? Lambaka, vous nous entendez? Oui, je suis avec vous. Oui, Lambaka, bienvenue. Vous êtes du côté des start-upers, même si c'est le même écosystème. Alors, vous pensez quoi de la façon dont l'investissement se fait? Alors, merci beaucoup Ousmane et merci aux panélistes. Donc, ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans ce panel. Donc, moi aussi, je suis un peu du côté des startups, mais également des structures d'accompagnement. Oui. Et après les discussions, je pense que moi, l'analyse aujourd'hui que je fais en tant que personne qui accompagne des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'investissement, en tout cas au niveau des investisseurs, c'est que parfois, les start-upers, en fait, ils n'ont pas l'information. Je prends un exemple, en fait, l'investissement en equity, là où on prend le capital chez l'entrepreneur aujourd'hui. Quand tu en parles aux entreprises, moi en tout cas, l'expérience que j'ai eue, à chaque fois que je parlais de ce genre d'investissement à des startups, en fait, ils n'avaient pas confiance parce qu'en fait, pour la plupart, en tout cas, ils ne connaissaient pas en fait, ou bien ils ne font pas confiance parce que tout simplement, ils n'ont pas toutes les informations liées à ce genre d'investissement. Donc, je pense que là, il y a un réel besoin, en tout cas, au niveau des investisseurs, d'expliciter cela, mais également de donner confiance aux entrepreneurs, en fait, qui ont besoin de ces financements. Donc, autre chose aussi, c'est, bon, ça peut-être les investisseurs pourront répondre, c'est le nombre de capital qui est pris dans l'entreprise après investissement. Donc, je pense que ça aussi, c'est une grande question qui est là, qui est sur la table parce que j'ai eu à rencontrer un cas d'un entrepreneur que j'accompagne et aujourd'hui, elle se retrouve avec 20% de capital de son entreprise parce que tout simplement, elle a donné presque de la moitié de son capital. Oui. Et du coup, je pense que ça, c'est aussi un réel problème. Et je pense que c'est une question sur laquelle peut-être les investisseurs ils pourront répondre. Et oui, je pense que c'est ça, en tout cas pour le moment, pour moi, Ousmane. Et c'est des questionnements sur lesquels j'aimerais bien entendre les investisseurs. Merci beaucoup Lambaka. On va démarrer justement par Thierno Safo. Il n'a pas pris la parole depuis un bon moment. Ça nous permet de réparer cette petite injustice. Thierno Safo de l'ADER, effectivement, de plus en plus, on parle d'un manque d'informations. Dernièrement, l'administrateur général de Gaïndé 2000 disait vouloir mettre, disons, au point un carnet ou en tous les cas un dispositif qui permet de connaître, d'avoir toute l'information sur les startups au Sénégal, les investissements, les investisseurs, où on les trouve,
Est-ce que ce n'est pas ça également qui nous manque un peu, Thierno, au Sénégal? Oui, Ousmane, très clairement, je veux dire les mêmes problématiques qu'on retrouve dans le milieu du financement bancaire à travers un terme qu'on a l'habitude d'utiliser dans ce milieu qui est l'asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait que les deux mondes n'ont pas le même vocabulaire, la même compréhension de l'un ou de l'autre des parties prenantes. On retrouve aussi cette même problématique dans le milieu de l'investissement au Sénégal, c'est-à-dire que nous, investisseurs, qu'on comprenne encore beaucoup plus ce monde, on va dire, des startups. Quand on parle de startups, ce n'est pas juste tech, hein, startups de manière innovante, et qu'on ait une connaissance de plus en plus, on va dire, pointue sur les verticales, en tout cas, sur lesquelles on va investir. Et ça, c'est notre, on va dire, ça doit être notre engagement et notre volonté. Mais pareil aussi, de l'autre côté, que les startups, de manière générale, aussi puissent apprendre mieux connaître le monde des investissements. Je donne un exemple toujours. Hein. Vous partez en Afrique du Sud ou au Nigeria, ou même de plus en plus au Maroc, et on doit faire attention, les Marocains sont en train de faire un travail pas mal intéressant. Les entrepreneurs, j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, on a une masse critique d'entrepreneurs qui comprend beaucoup plus le monde de l'investissement, sans être des investisseurs. Mais c'est parce qu'ils ont pris le temps de comprendre ce monde-là pour pouvoir discuter. Pour moi, c'est comme ça que je le prends. Tu veux discuter avec un investisseur de manière classique. Hein? On ne demande pas d'avoir une expertise pointue, mais ils savent discuter, ils comprennent les termes, les négociations et ils s'entourent d'expertise. Le gros souci, ça, je le pense aussi dans notre écosystème sénégalais, les structures d'accompagnement. On parle des entrepreneurs, on parle des investisseurs. Il y a aussi un rôle extrêmement important des structures d'accompagnement à pouvoir se renforcer sur ces aspects-là. Je sais que IP a lancé un programme pour renforcer, on va dire quelque part, l'éducation financière des structures d'accompagnement pour qu'ils puissent accompagner ces startups-là à engager une discussion beaucoup plus juste et compréhensible du milieu d'investissement. Donc, aujourd'hui, nous, au niveau de la DER, ce sont tous ces sujets-là qu'on essaie d'adresser. Ça va du petit investissement en early stage au renforcement de capacités des incubateurs accélération, à la mise en relation avec ce qui se passe à l'international. Pour moi, c'est un sujet holistique où il va être extrêmement difficile de dire la responsabilité est de l'un ou de l'autre, mais il faut très clairement, cette cartographie de manière générale de qui fait quoi est extrêmement importante parce que c'est le début de la solution. Nous, on a un rôle parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que du point de vue précis, je pense qu'on a la base d'investissement sur les startups la plus large du Sénégal, donc avec une connaissance sur cette tranche, on va dire, d'investissement. On ambitionne en tout cas de donner plus, de partager plus d'informations pour demain permettre des business angels et autres Sénégalais qui veulent investir sur ces boîtes-là à nouveau, de pouvoir avoir quand même une information qualifiée et de qualité. Donc, c'est un travail d'équipe, il faut le dire. La DER tout seul ne peut pas y aller, le processus tout seul ne peut pas y aller, ni Teranga, ni les startups. C'est vraiment toute une ambition globale qu'on doit avoir et tirer tous dans le même sens. Merci beaucoup. Je rappelle que Eva Sow-Ebion de Kinaya Lab travaille déjà sur ce projet qui était même arrivé à terme, si je ne me trompe. Ce serait bien de la rappeler un jour pour voir un peu ce que ça donne. Pape Demba Diallo, un guichet unique au Sénégal où on retrouve toute l'information pertinente sur l'investissement. Vous pensez que c'est possible, que c'est pertinent? En fait, un guichet unique, nous avons déjà l'agence de promotion des investissements du Sénégal. Donc, qui est l'APIX, qui est le guichet unique en tout ce qui est promotion de l'investissement, création d'entreprises, parce qu'on parle de la partie administrative. Maintenant, mais pas de si nous partons sur de levée de fonds. Pardon? Oui, pas de Oui, pas de levée de fonds. Oui, voilà. Oui, allez-y. Okay. En fait, pour moi, c'est de regarder l'entrepreneur comme étant en fait quelqu'un qu'on doit accompagner dans les différents cycles de vie de son projet. Donc, c'est comme une personne, hein, lorsqu'on est bébé, ensuite enfant, adolescent. Nos besoins sont différents et nous avons besoin d'interagir avec des structures différentes. Nous allons à la maternelle et nous terminons à l'université, ensuite nous commençons à travailler. Et donc, les structures sont différentes. Par contre, ce qui reste important, c'est d'essayer d'avoir le plus possible le minimum d'interlocuteurs. Je dis souvent, il y a toujours le rêve de l'interlocuteur unique. C'est un rêve
qui date de plusieurs dizaines d'années partout dans tous les secteurs du B2B, de dire est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur unique. Mais ce qui est important, c'est faire en sorte que l'entrepreneur ou l'entreprise se dise à tel stade de mon développement, je peux aller voir tel. Ça peut être entré par une porte, l'APIX ou d'autres structures privées qui peuvent dire, vous êtes à un stade où, allez voir le fonds stratégique ou allez voir Teranga ou allez voir un autre fonds qui correspond un peu plus à vos besoins. Et ça fait partie de l'accompagnement. Que les structures d'accompagnement puissent préorienter ces entrepreneurs ou ces entreprises existantes vers les structures de capital investissement qui pourraient l'accompagner et l'accompagner uniquement pour mettre pas juste de l'argent ou prendre du capital, mais l'accompagner aussi à lever la dette au niveau des banques. Parce que ça aussi, c'est un aspect pour moi assez important. Et donc, identification d'un interlocuteur qui peut orienter celui qui recherche du financement vers les bonnes structures, oui, je pense que c'est absolument nécessaire. Et je prends un cas. Souvent, quand je rencontre les gens en fait, du numérique, je leur dis que FONSIS est la seule structure du Sénégal où il y a un exécutif qui vient du secteur. Et c'est le secteur qui est le moins venu au FONSIS. C'est le secteur du numérique fait partie, c'est le secteur qui nous a le moins sollicité en termes d'investissement. Alors que nous avons des capacités d'investissement qui vont de 300 millions jusqu'à plus, et nous avons en fait des fonds qui peuvent les accompagner et qu'on peut faire du co-investissement avec Teranga ou avec WIC ou avec d'autres structures. Voilà. Merci beaucoup, Pape Demba. Olivier Furdel, rapidement, après Marème Dieng. Merci. Alors, je souscris globalement à tout ce qui a été dit par les autres intervenants, et je vais commencer par dire que je me mets toujours à la place des entrepreneurs, et finalement, ce que Malika nous disait tout à l'heure, moi, ni ne m'étonne, ni ne me choque. Très, très sincèrement, je pense que sur la forme, nous, les investisseurs, de quelle catégorie que ce soit, on a toujours évidemment à se remettre en cause, en question, et à le faire avec humilité, modestie. Personne n'est parfait dans son monde. On peut reprocher des choses aux start-upers, très certainement, et on peut aussi certainement les reprocher aux investisseurs ou à certaines démarches d'investisseurs dans la réalité ou la perception. Maintenant, sur le fond, je crois qu'en fait, ce que le débat nous amène, et je pense que Pape Demba vient de le rappeler, c'est en fait qu'on a une sorte de… en fait, on a besoin, et de nouveau, moi, j'ai commencé à regarder l'écosystème sénégalais en 2010, avant la création du CETIC, etc., avec Omar Cissé, comme je l'évoquais. Donc, ça a fortement augmenté. Le fait, à nouveau, aujourd'hui, on est autour du panel autant d'investisseurs qui investissent ou qui peuvent financer ou accompagner en début de parcours. Ça en est évidemment le témoignage. Maintenant, évidemment, il faut densifier ça. Et je crois que quand un entrepreneur nous dit « Ah, mais vous savez, moi, en France, en Asie, aux États-Unis, j'ai le choix entre 140 et ici, j'en ai 10 », oui, c'est vrai, et c'est comme ça. Et malheureusement, il faut qu'on puisse montrer tous ensemble, collégialement, que ça va fonctionner ici pour qu'on attire plus d'investisseurs, plus de financeurs, etc., en cascade, là aussi, à la manière du FONSIS notamment, pour évidemment que ça touche l'économie réelle, les startups et bien sûr tout autant les TPE et les PME. Et donc, on a besoin de densifier ça. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore, à la différence d'écosystèmes beaucoup plus matures, disons-le comme ça, à chaque sous-stade de développement, on a autant d'acteurs qui viennent en plus pour le financement d'un certain type, l'accompagnement de certain type, etc., etc. Bon, ça, évidemment, c'est un mouvement, mais ça ne se fait pas en 1 an, 5 ans, 10 ans. Moi, ça fait à peu près 10 ans, comme je le disais, un peu plus. Je vois déjà d'énormes changements avec l'avènement d'acteurs dont certains sont ici. Donc, évidemment, ça doit être fait. Alors, derrière ça, la question de bien se connaître, se comprendre, communiquer, comment fonctionne, c'est quoi nos dispositifs, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme une banque? Je pense qu'on gagne à le faire. Notre métier d'investisseur en capital, notre activité, notre présence, elle est très nouvelle, très sincèrement. Quelle a été la première entreprise au Sénégal financée par un capital investisseur ou risqueur institutionnel, qui ne soit pas un business angel ou quelqu'un de la famille de son entourage, ce qui est d'ailleurs parfaitement bien et toujours le cas, mais ça ne fait pas très longtemps. On pense que peut-être au début des années 2000. Voilà, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Voilà. Donc, on peut citer, par exemple, dans l'agribusiness, des gens bien connus comme Bagoré Batili, le fondateur de la laiterie du Berger, devenu Dolima. Voilà, lui, il a été financé en 2004, il n'avait rien fait, etc. Je pense que c'était encore assez rare. Donc, si on fait
l'avance rapide. 16 ans, c'est quand même pas beaucoup, et donc on gagne à faire ça, et donc on gagne à se rapprocher. Je pense sincèrement pour comprendre comment on fonctionne. Alors, néanmoins, et on dit cela, je crois que pour moi, dans ce qu'on voit, et sur toute cette période-là, et dans ce qu'on voit, et bien sûr, on ne voit pas tout, mais on compte quand même entre, là je parle juste Teranga, entre 80, 90 et 100 entreprises, entrepreneurs par année chaque année. On regarde chacun des dossiers attentivement. Bon, ça nous donne donc on va dire un observatoire, on va dire, dans un certain sens de ce qui se passe. Et l'ADER en fait au moins tout autant fois X. Évidemment, bon, on se rend compte quand même, mon sentiment, c'est que la disponibilité de l'argent n'est pas le problème, très sincèrement. Je crois qu'il faut vraiment se le dire, etc. Donc, les questions, les soucis, les connexions et les questions d'adéquation et de rencontre sont ailleurs. Mais il n'y a pas un problème d'argent. Un projet qui est bon, etc., qui correspond effectivement à la compréhension de ce que le promoteur veut faire et de ce que veut faire son financeur, il va être financé aujourd'hui. C'est le cas. Et on parlait notamment, je pense, Tcherno et Pape Demba aussi, d'entreprises de services informatiques qui ne sont pas des startups parce qu'elles ne sont pas dans le même, on va dire, effet de mode, de croissance de 100% chaque année, etc., sur des logiques complètement dématérialisées, mais qui sont des vraies entreprises, des PME qui deviennent des entreprises intermédiaires. Bon, elles réussissent et se développent, etc. Il se fait que moi, je suis notamment proche d'une d'entre elles qui s'appelle Neurotech, parce que je sais que son entrepreneur est également bien connu. Mais voilà, ce sont des choses qui existent, etc. Donc de nouveau, et un Neurotech n'a jamais eu aucun problème à se financer, ni du point de vue d'investisseurs en capital, parce qu'ils ont passé le pas à un moment donné, ni au niveau bancaire, comme ça a été soulevé en complément. Alors, je crois quand même qu'il y a un aspect qui est quand même dans le domaine digital et des startups qui est à noter, c'est quand même cette perception parfois de décalage, de se dire finalement, on a des traitements différents ici, alors que si on était Y Combinator, ou etc., etc. Et là, je crois qu'il faut être là aussi très lucide, très honnête et sur le fait que, oui, les regards, les paires de lunettes ne sont pas nécessairement les mêmes pour les investisseurs qui regardent le continent à partir de l'extérieur, que ceux qui y sont localement présents. Et ça se traduit sur un certain nombre de choses. Ce que je veux juste dire là, et je parle d'une minorité bien sûr de cas, mais notre expérience nous montre aussi que dans certains cas, on voit que les entrepreneurs qui ont les yeux rivés sur la Silicon Valley, en fait, justement, et c'est à l'inverse de ce qu'on disait, ils apprennent tout le jargon parfaitement, tous les codes des investisseurs, etc. Donc, ils sont très préparés de ce point de vue-là, mais leur projet, parfois, il est complètement hors sol. Malgré tout, le réflexe, c'est de dire, il vaut déjà au moment de l'idée, ou parce que j'ai un développeur informatique, il doit valoir $1 million. OK, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces éléments-là, il faut quand même les regarder, les cerner, etc. Et que peut-être que quand on parle de hype, il y a certainement un hype, peut-être qui peut être véhiculé par certains investisseurs de manière consciente ou inconsciente, mais il y a aussi une frange dans le digital d'un effet de mode où il faut lever pour lever, il faut lever auprès d'investisseurs en capital, c'est le montant le plus élevé qui va faire loi, et c'est comme ça que, entre guillemets, mon entreprise, mon parcours est finalement gratifié. Et ça, je trouve dommage, parce que nous restons, et certainement, je prends ma casquette bien ancrée au sol Teranga Capital, des financeurs, des accompagnateurs d'entreprises dans le digital et dans le reste qui se passe véritablement et se place dans l'économie réelle. Merci beaucoup Olivier Furdel, directeur général de Teranga Capital. La parole à présent à Pape Demba, mais après Marem Dieng et Serine Malick Tall. Marem? J'aimerais renforcer certains des propos que Olivier a tenus, surtout d'un point de vue investisseur externe. Et là, je vais revenir un peu sur les propos de Serine Malick tout à l'heure. D'une part, quand je regarde l'écosystème sénégalais d'un point de vue externe en tant qu'investisseur de la Silicon Valley, je suis totalement d'accord avec toi sur le point qu'il faudrait créer, on va dire, une instance où les investisseurs sont capables de se rapprocher des entrepreneurs, se rapprocher dans le langage, se rapprocher dans le comportement, se rapprocher aussi dans la manière de communiquer avec les entrepreneurs, pour qu'on se rappelle quand même que l'investisseur a besoin de l'entrepreneur et l'entrepreneur a besoin de l'investisseur. Et ce rapport, je pense qu'il y a beaucoup de best practices que les investisseurs locaux peuvent utiliser afin de vraiment
tenir, on va dire, les entrepreneurs dans une relation qui les rend, eux, assez confortables pour pouvoir justement prendre l'investisseur comme un support plutôt que cette idée de requin qui vient prendre des parts dans son entreprise. Maintenant, ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est qu'il y a un aspect dans lequel je pense que les entrepreneurs sénégalais n'ont pas forcément toujours la lumière là-dessus, qui est qu'il y a un grand manque de structuration dans les entrepreneurs sénégalais. Et ce manque de structuration-là apporte des conséquences dans le futur qui sont assez néfastes. Et là, je donne un exemple, une anecdote assez précise. Quand j'étais la directrice d'investissement international à Draper Ventures, on a investi dans une compagnie, un entrepreneur sénégalais. Cet investissement nous a pris 9 mois. En diligence et nous a coûté, nous, on va dire, Lego externe, des coûts assez importants plutôt comparé à d'autres startups qui seront au Nigeria ou en Égypte. Et c'est du fait qu'au moment où on voulait investir dans cette startup sénégalaise-là, elle n'avait pas forcément la bonne structuration. Donc, il y avait énormément d'informations qui manquaient du côté légal, du côté financier. Ils n'avaient pas forcément enregistré les bonnes informations. Et ça, c'est quelque chose qui fait fuir les investisseurs internationaux. Et c'est là où il faudrait vraiment pousser les entrepreneurs locaux à se rapprocher des investisseurs locaux parce que c'est eux qui peuvent vraiment les aider à faire ce travail de structuration-là avant qu'ils arrivent vers des investisseurs internationaux. Et encore là, l'idée, moi, je campe sur ma position qui est que le fait de prendre la Silicon Valley comme exemple n'est pas forcément la meilleure chose à faire. La Silicon Valley est un monde en lui-même et c'est pas un modèle qui peut être forcément répliqué, copié et collé au Sénégal parce que le Sénégal a ses réalités locales et a ses, on va dire, ses positionnements qui sont déjà là. Les investisseurs comme nous à 500 ou YC ou Techstars, on prend aussi énormément l'appétit et la perspective des investisseurs locaux pour pouvoir se baser et se positionner dans des marchés qu'on ne connaît pas. Et c'est là où, encore une fois, je rappelle, il est très important que les entrepreneurs locaux se rapprochent des investisseurs locaux parce que c'est vraiment eux qui peuvent apporter cette structuration et cette modélisation qui vont leur permettre, eux, de passer le cap. Et le dernier point que je trouve qui est assez important quand même à mentionner, qui est une réalité qui est là, le Sénégal reste un marché assez petit. C'est 17 millions d'habitants. C'est un marché qui n'est pas aussi significant que d'autres marchés de la région de l'Ouest. Et les entrepreneurs sénégalais ont tendance à avoir un focus assez particulier sur le marché sénégalais. Et c'est là où encore je les pousse à se rapprocher des investisseurs locaux parce que ce soit Tidjane Dème ou Mariam Diop de ODV ou Olivier, j'en suis sûre, vont pouvoir leur donner ce boost qu'ils ont besoin pour faire un développement régional, une perspective de déploiement régional qui est très importante dans le modèle du scaling, mais aussi qui est très important pour attirer des parties prenantes internationales. Et je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui qui manque énormément parce qu'on a des entrepreneurs qui sont encore très, très focus sur le marché sénégalais et qui n'ont pas encore pris la dimension de se dire qu'il faudrait pouvoir penser au-delà de ce marché-là et surtout se rapprocher d'autres investisseurs locaux parce qu'il y a aussi des investisseurs à Abidjan, il y en a aussi énormément à Lagos et prendre une dimension beaucoup plus régionale plutôt que de se faire un focus national parce que c'est quelque chose qui fait fuir d'énormes investisseurs internationaux. Merci beaucoup, Mariam. Vous m'inspirez vous-même pendant que vous parliez. Pourquoi pas un autre webinaire, un autre panel sur comment mettre en place une stratégie de déploiement sous-régional, régional, international. Ça pourrait faire un peu la seconde mi-temps ou la seconde période plutôt de ce webinaire en cours. Avant de donner la parole à Pape Demba Diallo qui s'impatiente un peu parce qu'il a d'autres engagements. Serigne Malick Tall, une réaction globale rapide? Oui. J'entends effectivement tout ce que tout le monde dit. Et effectivement, on ne peut pas donner de l'argent à des gens sans aucune base commune légale, administrative, etc. Et je voudrais juste, dire que je rejoins un certain nombre de choses. Effectivement, nous aussi, les startups, il y a énormément de choses à nous reprocher. Toujours est-il que mon point n'était pas fondamentalement de parler de forme. Mon point était plus de parler d'ambition et de regard et de considération du marché. Je ne dis pas que je suis le seul à avoir
Je vais en avoir une vision vraie, très loin de là. Et puis, les professionnels que vous êtes, le regardez tous les jours, effectivement. Et la chose est celle-ci. Le point est celui de l'expression d'une ambition. Effectivement, Marem parlait de marché tout de suite. La première chose est celle-ci. Je ne considère pas que le Sénégal est un marché. On est au sein de l'UEMOA et au sein de la CEDEAO. Dans ma précédente position, comme tu rappelais, Ousmane, oui. J'ai dirigé les activités de Hasard en Afrique de l'Ouest. Et puis, je gérais l'UEMOA, le Nigeria et le Ghana. En 3 semaines, on a ouvert 4 bureaux, 4 nouveaux pays. Et ça ne nous a pas coûté $10 000. Ce sont des choses qui se font, mais ce sont des choses que des hommes d'affaires sénégalais, ou en tout cas que des entrepreneurs sénégalais vont s'interdire. Pourquoi? Souvent, dans nos discussions entre entrepreneurs, et puis ce qui arrive, et puis vous imaginez pas à quel point le blocage est grand. La plupart des start-upers vont vous dire, je pourrais jamais présenter ça à un investisseur. Il y en a aucun qui acceptera que j'aille d'abord en Côte d'Ivoire. Il y en a aucun qui acceptera que j'aille d'abord, c'est-à-dire en fait juste au Nigeria. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Mais il y a quelque chose qui, au fil des 10 dernières années, a contribué à brider les entrepreneurs. Et peut-être à tort. Tout cela dit, j'ai un autre engagement au sein de, comment ça s'appelle, au sein de Sen Startup, où nous avons un programme d'accompagnement au développement de l'écosystème numérique. Et ce que nous voulons faire, justement, c'est d'élever, parce que nous en sommes conscients en tant que start-upers de nos gaps et des gaps de nos pères, de nos petits frères et de nos grands frères, c'est d'élever le niveau des startups. Maintenant, pour élever le niveau des startups, ce qu'on pense, peut-être qu'on a tort, mais du point de vue de nous, entrepreneurs, oui, c'est qu'il faut élever le niveau des investisseurs. Et ça veut dire, par exemple, typiquement, aujourd'hui, mettre en œuvre des dynamiques vers des investisseurs internationaux et vers des accompagnants internationaux. Thierno parlait des capacités des accompagnants locaux. Nous pensons qu'en mettant la barre un peu plus haut, vers 500, vers Y Combinator, vers Draper, on va tirer vers le haut le niveau global. C'est une première chose. La deuxième chose qu'on a vu faire ailleurs, et voyageant un peu en Afrique, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs animer des dynamiques dans les espaces qui sont plus exigeants. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous formons et nous préparons les entrepreneurs à parler à des investisseurs ou en tout cas à des accompagnants qui ont des programmes plus exigeants. Nous pensons que ça va organiser une compétition toujours bénéfique et nous pensons aussi que ça va tirer l'ensemble du niveau vers le haut. C'est typiquement une démarche qu'on est en train de mettre en place dans le cadre d'un programme. Je sens que je parle un peu trop, donc je m'arrête là. Non, c'est bon, vous suivez, mais allez-y rapidement. D'accord. Terminé, oui. Le point est celui-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, typiquement, un autre exemple de choses qu'on a vu faire, c'est de startups qui se mettent ensemble pour parler à un écosystème d'investisseurs et qui aujourd'hui mettent des professionnels entre eux, ce qui leur permet d'avoir des dynamiques mieux structurées, plus complètes, d'avoir des deals qui sont meilleurs en termes en fait de qualité, en termes de taille. On a vu ça beaucoup au Nigeria, etc. On a vu ça au Ghana, on a vu ça en Ouganda, on a vu ça en Tanzanie. Et ce sont des dynamiques vers lesquelles nous nous orientons. Mon propos n'est pas de critiquer pour critiquer. Je pars de là d'où je viens. Et je viens de start-up avec un regard. Et certainement beaucoup d'a priori qui sont faux, mais il y a une construction qui s'est opérée au fil de ces dernières années. Et la déconstruire fait partie des choses essentielles, selon moi. Et l'impact aujourd'hui, l'objectif est d'avoir un impact macro et non pas micro, non pas au niveau de nos entreprises. Si jamais il ne s'agissait que de ça, ce panel n'aurait pas d'importance. S'il ne s'agit que de moi, je n'ai plus de problème pour lever d'argent. Mais quand on regarde au niveau macro, pour passer de 5 deals
l'an dernier à une centaine de deals dans quelques années, pour passer de une entreprise que Draper regarde à une vingtaine d'entreprises que les 4 plus gros accompagnants, que les 4 plus gros incubateurs au monde regardent au Sénégal par an, disons 1% de leur pool. Ça, ce sont des objectifs que nous nous fixons en tant qu'acteurs de développement et puis accompagnateurs. Merci. Je m'arrête là. Merci Malik. On précise effectivement, vous l'avez dit, on rappelle que vous êtes également membre de CN Startup, l'association qui regroupe les startups au Sénégal. On a bientôt fini. On va donner après la parole en dernier à nos discutants et à Louma et Dramé. On ne les oublie pas qu'ils lèvent la main du côté du public. Pape Demba Diallo, quelques mots avant de nous quitter. Merci beaucoup, Ousmane. Je n'ai même pas pensé je suis un peu fatigué, mais j'écoutais avec intérêt les différents intervenants. Oui. Quand même, je voudrais mettre un peu de perspective et dire aux gens que nous parlons d'une industrie nouvelle. Le capital investissement, il y a 20 ans, je travaillais dans la Silicon Valley. Pabdamba, allô? L'industrie est nouvelle. Lorsque nous prenons notre environnement, donc l'environnement de l'Afrique de l'Ouest, oui. Oui, poursuivez. C'est moi qui vous avais perdu un peu. Vous m'entendez? C'est moi qui vous avais perdu de l'oreille, mais poursuivez. Voilà. Voilà, donc je disais que c'est une industrie nouvelle et en Afrique de l'Ouest, la réglementation n'est même pas encore là pour permettre à des fonds d'investissement d'exister sous la forme GPLP, comme ce qu'on connaît dans les autres, dans les autres environnements. Donc, ça veut dire que nous devons avoir accepté que les choses ne sont pas parfaites et que nous devons construire. Et que nous sommes dans une dynamique de construction de l'écosystème de l'investissement en capital, de l'investissement en capital dans la tech, mais de l'investissement en capital dans les autres secteurs. Et que aussi, en tant qu'investisseur, donc je parle à d'autres fonds souverains, je parle à d'autres fonds, à plein de fonds, il y a quelque chose de commun. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir en Afrique, mais ils disent qu'il n'y a pas assez de projets. Que ce soit dans la tech ou d'autres secteurs, il n'y a pas assez de projets qui sont des projets mûrs pour que ces gens puissent investir. Donc, il nous appartient de construire un écosystème qui puisse accueillir de l'investissement. Il nous appartient aussi de construire un écosystème qui peut avoir des investisseurs. Avec Olivier Furdel, il y a quelques années, en 2015, nous avons mis en place l'Association sénégalaise des investisseurs en capital, parce qu'on a jugé que comme c'était une activité nouvelle, il sera important d'avoir cette association-là qui va essayer de parler à nos partenaires potentiels, mais aussi de parler à l'État pour faire en sorte que la partie réglementaire et légale soit en fait en faveur du développement de l'investissement dans des startups si nous devons parler de la tech. Oui. Et je vais finir parce que je suis quand même de l'État, dire que l'État a tout intérêt à ce que nous investissions dans les entreprises et dans les entreprises, chez les entrepreneurs et qu'il y a des instruments qui existent et qui financent et qui ont de l'argent, qui peuvent financer l'ADER en early stage. FONSIS est là, nous avons de l'argent, nous avons des structures d'accompagnement qui sont là, des PME. En attendant que ces gens-là soient plus parfaits, ce serait bien de se rapprocher d'eux pour voir en fait comment on peut construire quelque chose qui soit un peu plus conforme aux attentes. Mais gardons en tête que nous sommes en train de construire quelque chose de nouveau et quand forcément ce n'est pas parfait et qu'en fait ce qui est important, c'est pouvoir en fait investir et accompagner l'entrepreneur. Et FONSIS, en tout cas, nous sommes ouverts. Et l'intérêt du FONSIS, c'est d'investir nous-mêmes dans les entreprises sénégalaises qui iront à l'extérieur en tant que champions pour que l'essentiel de la valeur créée par ces entreprises-là puisse revenir au Sénégal. Donc voilà, merci beaucoup Ousmane et je m'excuse auprès de tout le monde de devoir partir maintenant. Merci beaucoup Pape Demba Diallo, directeur général du FONSIS. Pape Demba Diallo, on a compris un peu ce qu'il a dit, qu'il a fait remarquer, c'est que
l'écosystème numérique vient rarement voir le FONSIS. C'est peut-être un message également pour aller voir le FONSIS qui est situé à Mermoz, n'est-ce pas? Loumassar, 1 minute. Oui, rapide. Hein? Bonjour. Bonjour. Rapide, ouais. En fait, c'est juste une petite contribution, oui. Surtout sur la partie orientation de structuration et de financement. Je crois que ça a été dit et pas la peine de répéter. On a vraiment besoin aujourd'hui d'orientation sur la structuration et les financements. Aujourd'hui, le problème qu'on a réellement, et je l'ai vécu en étant dans une start-up, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où partir, l'information. Aujourd'hui, on a de gros noms, voilà, de gros noms qu'on nous dit il faut partir, oui. Mais il faut qu'on ait un call center très simple où on appelle et on a quelque chose pour une orientation de financement, ou un formulaire en ligne où on peut intégrer les API et faire un paiement. Ça, c'est le premier point rapide sur l'orientation. L'écosystème, c'est important. Aujourd'hui, on n'est pas sur Sénégal, on est sur CEDEAO et moi. Oui. Il faut aussi qu'on puisse intégrer ça très tôt. Pas attendre que la start-up prenne du poids, mais c'est vraiment en amont, en avant, lui dire, OK, tu as Sénégal, Guinée, tous les pays, tu as 17 millions d'habitants. Et ça aussi, pour moi, c'est un problème aujourd'hui qu'on a. Et le dernier point, c'est le scale. Il faut que les entrepreneurs apprennent à scaler. On commence petit, on scale et on démarre avec ce qu'on appelle un fort de démarrage, d'amorçage, et après, on deviendra plus gros. C'est pour ramasser, juste ça. Merci beaucoup à Loumassar. Merci d'avoir compris que le temps est presque terminé. Mais c'est promis, nous reviendrons avec un autre panel pour parler un peu de comment les entreprises au Sénégal doivent se positionner sur le marché sous-régional, régional et international. Ceux qui sont intéressés par une telle thématique peuvent déjà nous écrire, ce qui nous permettra de travailler déjà à la mise au point d'un panel assez important, comme celui, je l'espère, de cet après-midi. Dramé, en 1 minute aussi, rapidement. Oui, merci Ousmane, merci à tous les panélistes. Moi, c'était vraiment une contribution par rapport à de réels leviers aujourd'hui de développement que nous avons en Afrique. Qui peuvent être... C'est Aminata? Je peux bien regarder le prénom, mais c'est bien elle, oui. Donc, quand on parle de start-up, on se rend compte que sur la partie tech, il y a vraiment des choses merveilleuses qui se font. Et je pense que quelqu'un a cité aujourd'hui ce que fait Partech, ce que fait Orange Digital Venture et d'autres structures, vraiment sur la partie tech. Par contre, dans le secteur primaire et secondaire, donc sur le tertiaire, j'en parle pas. Mais je donne juste des exemples sur l'agriculture, sur l'aviculture. Ou un autre exemple qui est très banal, qui est le bricolage, tous les ouvriers et tout ça. Ce sont des gens qui n'iront pas à l'APIX, qui n'iront pas à la DER, qui n'iront pas à FONSIS. Parce qu'il y a des raisons multiples et variées. Ils sont analphabètes, ils n'ont pas accès au support, ils ne savent pas comment s'y prendre. Je pense que les gens qui sont autour de ce panel ont tous à cœur le développement de ce continent. Et la partie proactive, accompagnement de tous ces jeunes-là aujourd'hui qui ont des ambitions et qui n'ont pas besoin de grand-chose pour y arriver. Je passe beaucoup de temps à les interviewer avec plein d'idées qui sortent, mais comment le structurer, je pense qu'on a tous une carte à jouer. Et c'est vraiment quelque chose à regarder. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il n'y avait pas le prénom, hein, Madame Dramé, Aminata Thiam, que l'on remercie. Peut-être qu'elle voulait passer un peu en sous-marin, mais Aminata a été trahie par sa voix. Aminata, qui est la directrice générale de la branche de Orange en charge des infrastructures. Vraiment, merci infiniment. Je renvoie d'ailleurs les suiveurs de ce panel à notre chaîne YouTube, dont j'indiquerai le lien un peu avant de finir. Et on vous avait consacré effectivement un panel pour parler des infrastructures et de beaucoup de choses en relation avec les télécoms au Sénégal et en Afrique. Et pour finir, je reviens vers nos discutants, mais avec la compréhension de chacun qu'on ne peut qu'avoir qu'1 minute, ce panel est terminé. Lambaka, 1 minute en réaction un peu à ce qu'a dit tout ce beau monde. Oui, merci encore Ousmane. Moi, 1 minute, bon, ce que je retiens, c'est que je pense que le message a été compris et il est passé qu'il est aujourd'hui important vraiment de faire cette cartographie des structures de financement, mais également ce qu'elles offrent et c'est quoi les avantages que les start-upers ou bien les entrepreneurs peuvent retrouver dans chacune de ces structures d'investissement et de financement. Peut-être autre chose aussi, je pense que
c'est aussi important d'investir dans le site seed funding parce que on a un écosystème très jeune aujourd'hui. Donc, avant de parler, je pense, de scale, il faut vraiment comprendre que l'écosystème sénégalais est très jeune. Donc, c'est important de mettre sur ces genres de fonds d'investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IFP est en train de le faire avec le fonds sur l'éducation. Donc, c'est des exemples, mais également, c'est des choses, en fait, qu'il faudra bien perpétuer dans l'écosystème sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Une minute aussi. Est-ce qu'Amandine est là? Oui, je suis là. Une minute pour conclure un peu. Une minute pour conclure. Premièrement, j'ai été ravie d'être dans ce panel. J'ai envie de dire à tous les fonds qui sont là et à tous les accompagnateurs que ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir continuer le travail et de voir quels sont les processus qu'on peut mettre en place pour justement permettre à ces startups d'obtenir cette crédibilité petit à petit pour obtenir des fonds, mais surtout pour qu'elles puissent consolider leur base sur tout ce qui est idéation du produit, tester le marché et ensuite aller sur le marché en comptant premièrement sur tout ce qui est fonds propres et sur la vente de leurs produits. Moi, c'est vraiment le premier conseil que je donne à tous ceux que j'accompagne, c'est si ce n'est pas un produit exclusivement tech qui ne demande pas beaucoup de recherche et de développement, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose qui ne sera pas parfait, mais de commencer pour avoir les premiers fonds. Et ensuite, c'est vraiment à tous ceux qui sont là, quand on va créer notre algo, voilà, il faut forcément que je fasse de la pub, de vraiment penser à cette facilité pour être en relation avec des startups de tous les secteurs qui ne sont pas forcément dans des secteurs tech, qui sont aussi dans des secteurs agri, qui sont en début de vie, de vraiment s'intéresser à ces startups-là qui n'auront pas tout de suite accès aux fonds d'investissement comme Teranga Capital ou Fonds 6 dans un premier temps. Et voilà, de créer plus d'échanges comme ça pour qu'on puisse améliorer l'écosystème chaque jour. Voilà, ce serait ça pour conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine Negoti. On espère voir aussi sur le panel qui va prolonger un peu le panel de cet après-midi quelqu'un que j'ai oublié en préparant ce panel, qui n'a pas figuré sur ce panel et mon gros mea culpa. C'est Hugues. Jean-Hugues est avec nous aussi. Bonjour Ousmane. Bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue. Je te donne la parole façon de me racheter un peu en quelques secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est déjà beaucoup de me donner la parole. Je remercie l'ensemble des panélistes. Ça a été très, très riche. En quelques mots, ce que je peux dire, ce serait intéressant que les gens essaient de bâtir un écosystème qui va permettre aujourd'hui à nos startups de pouvoir capter facilement les fonds. L'écosystème aujourd'hui est en train d'évoluer de manière rapide et ce dont nos startups ont besoin aujourd'hui et nos entrepreneurs, c'est d'avoir l'information. Quels sont les différents fonds d'investissement qui sont sur la place, les lignes de crédit et comment ils peuvent avoir accès à ces fonds. Nous sommes dans un pays où la majeure partie de nos entrepreneurs sont issus du secteur informel. Il y a, je pense, Mme Dramé qui l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup parmi ces entrepreneurs n'iront jamais voir la PIX, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que les gens essaient d'aller vers ces jeunes entrepreneurs, voire même ces start-upers, pour leur donner l'information dont ils ont besoin pour capter les fonds. Si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de notre objectif, de nos missions, qui sont entre autres d'accompagner la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Souma. Merci beaucoup. Hugues Pascal Ndeki, je ne vois pas pourquoi j'ai mis les gens avant. Hugues Pascal Ndeki est spécialisé notamment en lead management, mais aussi sur toutes ces thématiques en relation avec les startups, le financement, l'accompagnement. Merci à tout le monde et comme je l'avais promis, la vidéo l'entretien exclusif avec Dr Amadou Fall dans le cadre de ces après-midi de la tech qui s'appelait à l'époque Covitech, où nous l'avions reçu pour parler de son regard sur l'écosystème au Sénégal, ailleurs, son parcours du Sénégal en Amérique et puis ce retour finalement au pays natal au Sénégal. Et évidemment, Dr Amadou Fall qui vient de nous quitter, qui avait une profonde conviction dans nos startups, une profonde confiance dans nos startups et dans le numérique en Afrique. Avant de finir, comme je n'aimerais pas partir brutalement, si quelqu'un chez les panélistes a un dernier mot avant de conclure cette session. Sinon, si parce que j'ai la lourde casquette
d'être l'entrepreneur du groupe. Oui. Je tiens simplement à dire, et puis tous les panels qu'on fait sont une occasion à chaque fois de le rappeler, que malgré tous les griefs qu'on fait, les évolutions de notre écosystème sont majeures. J'ai commencé à entreprendre au Sénégal en 2010. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas Teranga, qui a été le premier. Mais en fait, il y a des pionniers et des héritiers. Et nous ne sommes qu'héritiers parce que certains ont mis en place des jalons importants. Les critiquer fait partie de notre rôle, comme des petits frères impertinents. On s'en donne le droit. Et j'espère qu'ils ne nous en tiendront pas rigueur. Oui. Encore une fois, le rôle majeur qu'on se donne aujourd'hui en tant que développeur au sein de l'écosystème, like développeur de cet écosystème, c'est aujourd'hui d'aller challenger l'ensemble des acteurs qui y sont et d'essayer de tirer tout l'écosystème vers le haut. Et notre frustration et la manière dont on parle n'est due qu'à un seul fait. En réalité, quand on nous dit que ça ira mieux demain, on se demande tous comment on va à la fin du mois. Et notre passion et les contraintes nous rendent aussi impertinents que nous sommes. Donc, je finis sur ces beaux mots pour dire que nous ne vous titillons que par amour. Merci beaucoup Serigne Malick Tall, merci Marème Dieng, merci Olivier Furdel, merci Thierno Sakho de l'ADER, merci à Pape Demba Diallo qui s'est joint également à nous, merci aux discutants, Amandine Negoti, Mapenda Diop de Expat Dakar, de tellement de choses, on ne le dira jamais assez. Merci à Lambaka et merci également à tous ceux globalement qui ont pris la parole. Je n'oublie pas nos discutants. Nous vous retrouvons, Inch'Allah, mercredi prochain pour un autre panel. Vous serez informés. Nous allons partager quelques contacts d'ailleurs avec vous dans le champ un peu de la discussion, de la conversation. Façon de prolonger le débat avant déjà le panel de mercredi prochain. Et puis c'est promis, j'en prends l'engagement ici et maintenant, que nous allons prolonger ce webinaire en essayant de voir comment une entreprise, qu'elle soit sénégalaise ou d'ailleurs, peut gérer un peu son expansion à l'échelle internationale. Et naturellement, nous ferons revenir ces grands acteurs de l'investissement pour du conseil parce que c'est important également. Merci à tout le monde. C'était vraiment un immense honneur de vous recevoir encore une fois cet après-midi. Je précise que ce panel fera l'objet d'un replay sur l'ensemble de nos plateformes en ligne. Merci à tout le monde. Rendez-vous mercredi prochain et puis très belle soirée ou matinée parce que nous appartenons à un monde avec ses différents fuseaux horaires. À bientôt.